Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire japonais lança une offensive militaire de grande envergure dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. De la Mandchourie jusqu'aux Philippines, ses troupes avancèrent rapidement, affrontant des armées coloniales, des résistances locales et des puissances occidentales. Les campagnes militaires furent accompagnées d'une occupation prolongée de vastes territoires, soutenue par des structures de contrôle et une idéologie centrée sur la suprématie impériale. À mesure que la guerre s'intensifiait, des systèmes de surveillance, de punition et de subordination furent imposés à des millions de personnes sous domination japonaise. Au cœur du conflit, commencèrent à émerger des témoignages de faits qui ne pouvaient être expliqués comme de simples excès de guerre. Les frontières entre combat, administration et violence directe commencèrent à s'estomper. L'expansion territoriale fut accompagnée de pratiques qui bouleversèrent la vie de civils, de prisonniers et de communautés entières. Il ne s'agissait pas d'opérations isolées ni de réactions ponctuelles. Elles répondaient à des schémas répétés, avec un soutien logistique et une couverture institutionnelle. Que s'est-il réellement passé dans ces zones occupées sous le commandement de l'Empire japonais ? Occupation de Nankin et représailles massives. Le 13 décembre 1937, les troupes de l'armée impériale japonaise entrèrent dans Nankin, alors capitale de la République de Chine. Le retrait précipité des forces de défense laissa la population civile sans protection formelle. Au cours des semaines suivantes, les occupants menèrent une série d'actions qui affectèrent directement les résidents non combattants et les soldats capitulés. L'entrée ne fut pas suivie d'un processus de stabilisation. Diverses unités militaires déployées commencèrent à opérer de manière autonome dans différents secteurs de la ville. En l'absence de réglementation ou de commandement centralisé concernant le traitement des civils, la conduite des troupes devint progressivement plus violente. Des méthodes sommaires furent appliquées contre des individus soupçonnés d'avoir appartenu à des corps armés, même lorsqu'ils ne portaient ni uniforme ni armes. Plusieurs sources contemporaines et ultérieures concordèrent sur le fait que les personnes exécutées se comptaient par dizaines de milliers. Sur le périmètre du fleuve Yangtze, on localisa de multiples points où des groupes entiers de personnes furent alignés pour être éliminés par des tirs de fusil. Dans d'autres cas, on utilisa des armes blanches ou des dispositifs explosifs. Certains secteurs de l'armée prirent des photographies pendant ces opérations, ce qui permit de corroborer partiellement le volume des victimes. La violence ne se limita pas aux personnes identifiées comme militaires. Une partie de la population civile fut également la cible d'actions directes. Les habitations furent fouillées sans ordre préalable. En de nombreuses occasions, des biens personnels, des vivres, des outils et des vêtements furent dérobés. Les fouilles étaient suivies d'incendies ou de démolitions. Des rues entières devinrent inutilisables à cause du feu ou du démantèlement des structures. Dans les zones résidentielles éloignées du centre, on observa des actions prolongées dans le temps, consistant en arrestations arbitraires, transferts forcés et exécutions de civils sans justification formelle. Certaines familles furent retenues dans leur domicile pendant plusieurs jours avant d'être conduites vers des terrains vagues. Aux limites urbaines, on identifia des zones utilisées comme dépôts temporaires de cadavres. Des témoignages recueillis ultérieurement par des observateurs internationaux confirmèrent l'utilisation d'installations scolaires, de centres médicaux et de bâtiments administratifs comme espaces de détention. Des détenus y étaient rassemblés sans classification claire. Le manque d'alimentation et les conditions de surpopulation provoquèrent des décès dus à des causes secondaires, telles que des infections ou des effondrements dus à la déshydratation. La population féminine subit des agressions physiques répétées. Dans différents secteurs de la ville, des groupes de soldats retinrent des femmes jeunes, adultes et âgées. Les détentions ne répondaient à aucune enquête ni critères définis. Par la suite, ces personnes furent retrouvées sans vie ou gravement blessées. Certains récits recueillis par des étrangers signalèrent des schémas de violence répétés dans différents quartiers. La présence de citoyens d'origine européenne, employés dans des missions diplomatiques ou religieuses, permit d'établir une zone de sécurité délimitée. Un nombre considérable d'habitants y furent transférés. Malgré les avertissements, des membres de l'armée pénétrèrent à plusieurs reprises dans ce périmètre, arguant la recherche de déserteurs. Cela entraîna des incidents dénoncés auprès des ambassades sans résultat immédiat. Diverses unités japonaises tinrent des registres informels des actions réalisées. Certains officiers rédigèrent des rapports de situation mentionnant le nombre de prisonniers exécutés.
Ces documents furent récupérés des années plus tard et comparés aux déclarations de témoins oculaires. Ils ne montrent aucune intervention du haut commandement pour arrêter les opérations en cours. Les correspondants étrangers restés dans la ville documentèrent les événements à travers des chroniques, des images et des lettres adressées à leur pays d'origine. Plusieurs de ces matériaux furent ensuite utilisés comme preuve dans des procédures judiciaires. Malgré les restrictions imposées par les occupants, une partie du contenu parvint à quitter la ville et atteignit les médias internationaux. Le total des victimes reste un sujet de débat académique. Certaines sources estiment entre 200 000 et 300 000 personnes décédées. Ce chiffre inclut à la fois les combattants capitulés et les civils sans affiliation militaire. Les conditions d'enregistrement et l'élimination systématique des corps empêchèrent l'établissement d'un décompte définitif. Au cours des mois suivants, la ville conserva une apparence de normalité imposée. Des bureaux provisoires furent installés sous supervision japonaise. La population restante fut contrainte de participer à des tâches de nettoyage et de reconstruction partielle. Les bâtiments détruits ne furent pas restaurés et plusieurs quartiers restèrent inhabités pendant des années. La ville perdit son statut de centre administratif et sa population diminua de façon drastique. L'opération militaire à Nankin fut présentée par les porte-paroles officiels comme une action nécessaire pour consolider le contrôle sur l'est de la Chine. Cependant, le type de mesures adoptées, le nombre de victimes et le niveau de destruction dépassèrent largement les standards habituels de combat. L'absence de procès immédiats ou de condamnations internes permet que les événements restent sans sanction pendant une longue période. Maison de consolation. Depuis 1932, l'armée impériale japonaise mit en place un système institutionnalisé pour répondre aux besoins sexuels de ses soldats par la création de stations connues sous le nom de maisons de consolation. Ces centres fonctionnaient dans des zones sous occupation, avec le soutien logistique des unités militaires et la couverture officielle de diverses branches du gouvernement. Les installations furent établies dans des zones proches des fronts actifs et des bases logistiques. Leur ouverture dépendait de la présence de troupes dans la région. Certaines étaient directement exploitées par l'armée, tandis que dans d'autres cas, la gestion était déléguée à des opérateurs civils disposant de permis délivrés par les services d'intendance ou la police militaire. Les contrats de ces administrateurs incluaient un soutien pour le transport, la nourriture et le contrôle sanitaire. La majorité des femmes impliquées ne rejoignirent pas ces centres de leur plein gré. Le recrutement se faisait fréquemment par la tromperie, les menaces ou la pression familiale. Certaines furent convaincues par de fausses offres d'emploi dans des usines ou comme employées de maison. D'autres furent vendues par des intermédiaires agissant avec le soutien des autorités locales ou de membres de leur propre communauté. En Corée, par exemple, on eut recours à des systèmes de médiation municipale pour obtenir de prétendus consentements qui en réalité n'étaient pas compris par les signataires. Le système fonctionna dans de nombreux territoires: Chine, Mandchourie, Corée, Philippines, Indonésie, Birmanie, Thaïlande et autres régions du sud-est asiatique. Les conditions variaient selon les lieux. Dans les zones de combat, les femmes étaient forcées de se déplacer avec les unités. Dans les zones stabilisées, elles étaient confinées dans des installations fermées. Dans certains cas, on enregistra des visites de 20 soldats ou plus par jour et par femme. Les différences ethniques déterminaient l'affectation. Les femmes japonaises étaient réservées aux zones de l'arrière ou aux officiers, tandis que les coréennes, chinoises, philippines et indonésiennes étaient affectées à des installations avec une supervision moindre. Cette répartition reflétait une hiérarchisation ethnique interne au système. Les tarifs appliqués variaient aussi selon l'origine des femmes et le rang du soldat, avec des inspections médicales périodiques pour limiter la propagation des maladies. Certaines furent stérilisées sur ordre direct des opérateurs, d'autres recevèrent de force des remèdes à base de plantes pour éviter les grossesses. Les conditions d'hygiène et d'alimentation étaient minimales. Le personnel féminin n'avait aucune possibilité de quitter les lieux ni de contact avec l'extérieur. Toute tentative d'évasion était punie physiquement, et des cas d'exécution de femmes pour désobéissance ou refus de service furent rapportés. Dans certains cas, des accords formels étaient signés avec les familles d'origine, notamment en Corée. Toutefois, ces documents n'avaient aucune validité légale réelle, étant rédigés en japonais technique et signés sous la contrainte.
Certaines jeunes filles furent arrêtées directement à leur domicile ou enlevées durant des déplacements en train. D'autres étaient transférées d'un centre à un autre, dans différents pays, sans préavis ni possibilité de refus. Les registres tenus par les opérateurs et les documents officiels récupérés après la guerre confirment l'existence de centaines de stations actives simultanément. Dans des villes comme Shanghai, Hankou ou Singapour, on identifia plus de 20 centres en activité avec du personnel féminin originaire de diverses régions. Les rapports consulaires documentaient des chiffres mensuels de femmes affectées à chaque unité, dépassant parfois 500 par ville. Lors du retrait des troupes japonaises à la fin du conflit, de nombreux centres furent fermés brusquement. Certaines femmes furent abandonnées sur place, d'autres forcées de suivre les unités vers de nouvelles positions. Aucun programme systématique de rapatriement ni registre officiel de leur sort ultérieur ne fut mis en place. Certaines survivantes réussirent à retourner dans leur pays d'origine par leurs propres moyens, tandis que d'autres restèrent déplacées, sans papier ni reconnaissance légale. L'un des rares épisodes documentés impliquant des femmes européennes dans ce système eut lieu à Java en 1944. Dans la ville de Semarang, un groupe de jeunes néerlandaises, auparavant internées dans un camp civil, fut transféré par des unités militaires japonaises vers une installation réservée aux officiers. Là, elles furent retenues sous stricte surveillance et soumises aux mêmes conditions que celles décrites dans d'autres centres. Parmi elles se trouvait Jan Ruff O'Hearn, dont le témoignage ultérieur permit de reconstituer en détail les événements. Cette opération particulière montra que, outre l'exploitation massive en Asie continentale, le système recourut également de manière ponctuelle à des femmes occidentales dans le cadre de son fonctionnement structuré. Parallèlement, plusieurs recherches menées par des historiens japonais et coréens rassemblèrent des preuves supplémentaires. Lettres, photographies, rapports médicaux et déclarations sous serment. Bien que la documentation directe sur les processus de recrutement ait en grande partie été détruite à la fin de la guerre, les preuves indirectes et les récits des victimes ont permis de reconstituer le fonctionnement du système. À ce jour, le nombre exact de femmes impliquées reste inconnu. Les estimations conservatrices varient entre 50 000 et 200 000. Une proportion significative mourut durant le conflit et beaucoup de survivantes furent confrontées à une stigmatisation sociale, des maladies chroniques et une absence de réparation institutionnelle. Dissection sur sujet vivant. Dans la région de Mandchourie, durant les années d'occupation japonaise, fut consolidée une structure opérationnelle connue sous le nom d'Unité 731. Sous la direction du général Ishii Shiro, cette installation se présenta initialement comme un centre de recherche sanitaire. Toutefois, dès son origine en 1936, ses missions principales furent le développement et l'expérimentation d'agents biologiques à des fins militaires. Le complexe principal se trouvait en périphérie de Harbin et s'étendait sur une superficie de plus de 6 km². Il comprenait des laboratoires, des prisons, des crématoires, des hangars, des zones de culture bactériologique et des espaces de test en plein air. Les différentes divisions du site fonctionnaient en parallèle. Certaines étaient dédiées à la reproduction de pathogènes, d'autres à la conception de méthodes de propagation, et un secteur exclusif était destiné aux expérimentations sur des sujets humains. Les prisonniers utilisés pour les tests étaient appelés en interne maruta, un terme se traduisant par « bûche ». Ils provenaient majoritairement de populations rurales chinoises, bien qu'il y ait également eu des victimes russes, mongoles et coréennes. Les arrestations s'effectuaient sans inculpation formelle ni enregistrement judiciaire. Une fois entrés dans le complexe, les détenus perdaient tout contact avec l'extérieur. Dans les laboratoires, des infections contrôlées étaient pratiquées à l'aide de bactéries diverses, choléra, peste, dysenterie, fièvre typhoïde, anthrax et tuberculose, entre autres. Les prisonniers étaient inoculés par injection, ingestion forcée ou exposition environnementale. Par la suite, les techniciens surveillaient l'évolution de l'infection, la réponse physiologique et le temps jusqu'à la mort. Dans d'autres procédures, les victimes subissaient des amputations sans anesthésie afin d'étudier la coagulation, le choc hypovolémique et la tolérance corporelle au traumatisme. Des tests de congélation furent réalisés, exposant les prisonniers à des températures inférieures à 0, les maintenant immobiles jusqu'à ce que la peau et les tissus cristallisent.
Ensuite, ils étaient plongés dans de l'eau tiède pour observer le processus de récupération ou l'évolution de la nécrose. Chaque étape était documentée avec précision. Des photographies étaient prises, les organes internes dessinés après autopsie et les données archivées avec un niveau de détail équivalent à celui d'une recherche clinique. À la fin des expérimentations, les corps étaient incinérés ou enterrés dans des fosses situées à l'intérieur même du site. Dans certains cas, les autopsies étaient filmées à des fins d'analyse ultérieures. On estime que de 3 000 à 12 000 personnes moururent dans les laboratoires de Ping Phan. Ce chiffre inclut uniquement les prisonniers du complexe central. Les installations satellites d'Anda, Linkou et Dairen menèrent également des activités similaires, bien qu'à plus petite échelle. En 1945, lors du repli face à l'avancée soviétique, des centaines de prisonniers furent exécutés pour éviter qu'ils ne tombent aux mains étrangères. Outre les essais cliniques, des expériences de terrain furent menées dans des villages chinois. Par des bombardements aériens ou des lâchers contrôlés d'insectes, des bactéries furent disséminées afin d'évaluer l'impact épidémiologique. Dans certains cas, les foyers provoqués durèrent plusieurs semaines et causèrent des centaines de morts. Les unités responsables de ces missions rédigeaient des rapports quotidiens sur la propagation des symptômes et le taux de mortalité. Le commandement de l'unité fut assuré par Ishii jusqu'en 1942, lorsqu'il fut remplacé par le général Kitano Masaji. Tous deux supervisèrent personnellement la majorité des tests décisifs. L'équipe scientifique comprenait des médecins militaires, des techniciens en microbiologie, des pharmacologues et des étudiants en médecine recrutés dans des universités japonaises. Beaucoup furent formés à l'intérieur même du complexe. Lors des interrogatoires qui suivirent le conflit, des officiers américains reconnurent avoir négocié avec certains chercheurs de l'unité 731. En échange d'une immunité pénale, les scientifiques japonais partagèrent les résultats de leurs expériences avec le gouvernement des États-Unis. Ces informations furent transférées à des laboratoires militaires, où elles furent analysées pour leur potentiel dans le développement d'armes biologiques. Lors des procès tenus dans la ville soviétique de Khabarovsk, plusieurs membres de l'unité témoignèrent sous détention. Leurs déclarations décrivirent avec précision les techniques employées, les objectifs du programme et les ordres reçus. Les autorités japonaises ne reconnurent jamais formellement ces actions comme partie intégrante de leur politique officielle. Au Japon, durant des décennies, le sujet fut omis des manuels scolaires et de la littérature publique. L'existence de l'unité 731 resta pendant des années un sujet méconnu en dehors des cercles académiques. Ce ne fut qu'à partir des années 70 que commencèrent à paraître les premiers articles et ouvrages spécialisés. Aujourd'hui, les vestiges du complexe de Ping Phan fonctionnent comme musée commémoratif, et certains dossiers médicaux sont encore conservés dans des archives à accès restreint. Contamination invisible dans les terres occupées. Dans les dernières années de la guerre en Asie, les unités scientifiques de l'armée japonaise mirent en œuvre une stratégie combinant recherche médicale et opérations de combat, l'usage d'agents biologiques sur des territoires sous occupation. Ces actions visaient principalement les régions du nord et du centre de la Chine, où furent testés divers mécanismes de dispersion pathogène sans avertissement préalable à la population civile. L'une des tactiques employées fut la libération aérienne d'insectes infectés. En octobre 1940, des avions modifiés de l'unité 731 larguèrent à basse altitude des mélanges de grains contaminés avec des puces porteuses de peste bubonique sur Ningbo, dans la province de Zhejiang. En quelques semaines, plus de 500 morts furent recensés, et les épidémies se poursuivirent les années suivantes, alors que la région n'avait aucun antécédent de cette maladie. Les expérimentations ne se limitèrent pas à un seul type de germe. Les spécialistes de Ping Phan travaillèrent avec le choléra, le typhus, l'anthrax, la dysenterie, la tularemie et la fièvre jaune, entre autres. À Changde, en 1941, plus de 30 kilos de puces infectées furent larguées, provoquant une épidémie touchant des milliers de personnes. Une opération similaire fut répétée dans le comté de Nong'an, dans la province de Jilin, où les agents de terrain disséminèrent des pathogènes dans des puits, des rizières et des chemins, entraînant l'évacuation forcée de plus de 4000 familles après l'expansion de la peste. Certaines techniques incluaient la manipulation d'objets du quotidien.
des plumes imprégnées d'anthrax, des tiges contaminées par des bacilles de la peste et des fuseaux remplis de typhus furent distribués. Ces objets étaient abandonnés sur des sentiers ruraux dans le but d'être ramassés par des paysans locaux, facilitant ainsi le contagion de masse. À d'autres occasions, des bactéries étaient introduites dans des sources d'eau, telles que des lagunes ou des réservoirs domestiques, afin de propager silencieusement les maladies. Les opérations de terrain étaient combinées à des destructions délibérées. Plus d'une fois, après confirmation de foyers épidémiques induits, les unités japonaises incendièrent des villages entiers sous prétexte de mesures de confinement. Cette pratique s'inscrivait dans une politique généralisée, créer des zones dépeuplées par la terreur biologique, en utilisant la maladie comme prétexte pour éliminer les foyers de résistance et effacer les preuves. Les effets ne se limitèrent pas toujours à la population ciblée. Dans plusieurs cas, les soldats japonais eux-mêmes furent affectés par les agents biologiques employés. Dans une opération documentée, au moins 1700 hommes de l'armée impériale contractèrent des maladies par contact accidentel avec les germes libérés. Malgré cela, les responsables des unités poursuivirent les expérimentations, évaluant différents moyens de transmission aérienne, terrestre et aquatique. Les victimes de ces opérations ne furent pas enregistrées officiellement. Ne s'agissant pas d'actions armées directes, il n'existait aucune chaîne de rapport formelle. Les effets restaient dissimulés parmi les déplacements massifs, les famines et le chaos causés par l'occupation. Certains médecins chinois et missionnaires étrangers commencèrent à identifier des schémas anormaux dans la propagation de certaines maladies, mais leurs rapports furent écartés pendant la guerre comme de la propagande. Après le conflit, les chercheurs découvrirent une documentation fragmentaire confirmant l'existence de programmes d'attaque bactériologiques. Au total, il fut estimé qu'au moins 500 000 personnes moururent à cause des épidémies induites par ces expérimentations, bien que certaines sources portent ce chiffre à plus de 600 000. La majorité des victimes ne fut jamais identifiée par leur nom. Elles furent considérées comme pertes collatérales dans des tests visant à optimiser l'efficacité de méthodes de guerre non conventionnelles. Des plans pour étendre cette stratégie à d'autres fronts furent également envisagés. En 1945, l'opération Cherry Blossoms at Night prévoyait de larguer des bombes contenant des puces infectées sur la ville américaine de San Diego. La reddition japonaise empêcha sa mise en œuvre. Toutefois, le simple fait qu'une telle attaque ait été planifiée révèle l'ampleur du programme. Les derniers mois du conflit virent une destruction systématique des preuves. À Pingfan, les chercheurs assassinèrent les derniers prisonniers, incinérèrent des documents, libérèrent des animaux infectés et démolirent les bâtiments clés. Le manque de dossiers détaillés, combiné à l'intérêt des États-Unis pour utiliser une partie des données recueillies par ces unités, permit à de nombreux responsables d'échapper à toute poursuite judiciaire. Purge sous le drapeau du soleil. Le 15 février 1942, Singapour capitula devant l'armée impériale japonaise. La ville, considérée comme une base stratégique de l'Empire britannique en Asie du Sud-Est, passa sous le contrôle du général Tomoyuki Yamashita. L'occupation militaire ne se limita pas à la prise d'installation ni à une réorganisation administrative. Dans les semaines suivantes, un processus d'élimination ciblée débuta, connu par la suite sous le nom d'opération Suk-Ching. Cette action consista en une purge systématique contre les résidents d'origine chinoise que les autorités japonaises identifiaient comme des éléments hostiles. Il n'existait aucun processus judiciaire formel. Les accusés étaient arrêtés par des soldats ou des policiers militaires et transférés dans des centres de tri. Là, ils étaient brièvement interrogés et en fonction de leur profession, de leur âge ou d'un lien perçu avec des activités anti-japonaises, ils étaient désignés pour l'exécution. Les arrestations massives commencèrent quelques jours après la reddition. Les autorités japonaises ordonnèrent à tous les hommes chinois âgés de 18 à 50 ans de se présenter à des points désignés, tels que des écoles, des terrains de sport ou des bâtiments publics. Sur place, ils étaient répartis en groupes, observés et jugés rapidement par du personnel militaire. Ceux considérés comme suspects étaient emmenés en camion vers des zones isolées pour y être exécutés. Les exécutions eurent lieu à divers endroits de l'île. Les plages de Punggol, Changi et Sentosa furent utilisées comme lieux principaux. Les hommes y étaient alignés et fusillés par groupes. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes ou jetés à la mer.
Dans certaines zones, les restes restèrent exposés pendant plusieurs jours en raison du trop grand nombre de victimes et du manque de moyens pour les traiter. Le nombre exact de personnes assassinées durant l'opération Sukching fait toujours l'objet de débats. Certains rapports initiaux, rédigés par des représentants coloniaux après la guerre, estimaient entre 5 000 et 50 000 le nombre de victimes. Le gouvernement japonais, de son côté, ne reconnut qu'une fraction de ce chiffre. Néanmoins, de nombreuses sources s'accordent à dire qu'il s'agit de l'un des massacres les plus étendus du théâtre sud-asiatique, comparable en ampleur à d'autres épisodes tels que la répression de Manille ou les opérations à Java. Le commandement de l'opération fut assuré par la 25e division de l'armée japonaise. Cette force comprenait des unités spécialisées en contre-insurrection et police militaire, préalablement entraînées lors des campagnes de répression en Chine continentale. Leur expérience antérieure leur permettait d'appliquer des méthodes de sélection rapide, d'exécution de masse et d'élimination de preuves. La tâche fut exécutée avec une précision logistique, sans laisser de documents officiels relatant des ordres spécifiques, bien que de nombreux témoignages et rapports ultérieurs confirmèrent la participation directe du haut commandement à la planification et à la supervision de l'opération. Parallèlement à l'élimination physique, des mesures de contrôle communautaire furent instaurées. Le nouveau régime militaire imposa l'inscription obligatoire de tous les résidents dans des associations de quartier appelées Tonarigumi, qui servaient de mécanisme de surveillance. Des règles de conduite strictes furent imposées, avec des punitions collectives en cas d'infraction. Cela renforça le message initial de Sukching. Toute dissidence réelle ou perçue serait punie avec la plus grande sévérité. Plusieurs années après la guerre, les autorités britanniques organisèrent des enquêtes sur les faits. Certains officiers japonais furent jugés devant des tribunaux alliés, bien que la majorité des responsables directs n'aient pas été poursuivis. Le manque de documentation et la destruction des archives contribuèrent à limiter la portée des condamnations. Des décennies plus tard encore, l'opération Sukching demeure l'un des événements les plus sensibles de la mémoire historique de Singapour. L'absence de réparation directe et la reconnaissance officielle limitée par le gouvernement japonais ont entravé la réconciliation. Toutefois, le massacre continue d'être documenté dans les études historiques comme un exemple de l'utilisation de l'occupation militaire comme outil de répression systématique. Chemin de fer, Siam-Birmanie, travail forcé et mort de masse. En l'an 1943, l'armée impériale japonaise entreprit la construction d'une ligne ferroviaire entre la Thaïlande et la Birmanie. Cette œuvre, connue sous le nom de chemin de fer Siam-Birmanie, avait pour objectif d'assurer une route logistique directe pour ravitailler ses fronts en Asie du Sud-Est. L'exécution de cette infrastructure reposait sur le travail forcé, extrait principalement de prisonniers de guerre et de civils asiatiques enrôlés sans compensation ni garantie légale. L'un des captifs fut Eric Lomax, un lieutenant britannique transféré depuis Singapour jusqu'à Ban Pong. Là, avec d'autres prisonniers, il fut affecté à des équipes chargées de poser des rails et d'aménager le terrain dans des conditions climatiques extrêmes. Les déplacements se faisaient dans des wagons sans ventilation. À leur arrivée, les prisonniers étaient organisés en groupes de travail sans repos garanti, sous une surveillance constante de soldats armés. La zone traversée par le tracé était dominée par des jungles denses, des terrains irréguliers et des pluies persistantes. La machinerie était minimale ou inexistante. Les tâches de creusement, d'abattage, de transport de pierres et de pose de traverse reposaient entièrement sur les hommes. Chaque jour, ils transportaient à main nue des rails en acier de plus de 7 mètres de long et de poids élevés, sans assistance technique. La combinaison de la fatigue, de la malnutrition et des maladies tropicales faisait du travail une menace constante pour la survie. Dans certains secteurs, les outils étaient improvisés. On utilisait des pelles rouillées, des cordes tressées à la main et des récipients en bois pour déplacer la terre. Les hommes creusaient de profondes tranchées sans protection contre les glissements ou les chutes. Toute pause était sanctionnée. Le rythme des travaux était maintenu par des cris, des coups et des menaces. Chaque retard était attribué à du sabotage ou à un manque de discipline. En guise de punition, certains étaient contraints de rester debout des heures sous le soleil ou à genoux sur des graviers. Dans les camps proches de Nang Pladuk, les conditions alimentaires étaient à peine suffisantes.
On recevait du riz mélangé à de l'eau et des portions sporadiques de poissons avariés. Les maladies intestinales, le paludisme et la dysenterie étaient courantes. Sans accès à des médicaments, les infections cutanées se propageaient sans contrôle. Malgré tout, les soldats japonais exigeaient un respect strict des horaires et des objectifs de production journaliers. La mortalité était particulièrement élevée parmi les travailleurs asiatiques originaires de régions rurales. Contrairement aux prisonniers de guerre, ces civils n'étaient ni enregistrés ni protégés par aucune convention. On estime que plus de 80 000 moururent durant le chantier. En comparaison, parmi les 60 000 soldats alliés contraints de participer, près de 12 000 décédèrent en raison des conditions du projet. À une occasion, Lomax observa une scène depuis un chemin proche du campement. Des centaines d'hommes à moitié nus transportèrent de la terre d'un bout à l'autre d'une coupe montagneuse. La terre était chargée dans des paniers de bambou portés par 2 personnes. L'absence de machine faisait que chaque mètre construit équivalait à une combinaison de douleurs physiques et d'épuisement mental. Certains s'effondraient et ne se relevèrent plus. Les corps étaient aussitôt retirés, sans cérémonie ni enregistrement visible. Toute tentative d'organisation interne était perçue comme de l'insubordination. Lomax et d'autres tentèrent de construire un récepteur radio improvisé pour recevoir des nouvelles de l'extérieur. L'action fut découverte. En représailles, il fut interrogé pendant des heures, soumis à des simulations d'asphyxie à l'aide de tuyaux et forcé de rester dans des cellules sans lumière pendant plusieurs jours consécutifs. Bien qu'il n'ait révélé aucune information pertinente, sa punition se prolongea pendant des semaines. Sa participation au projet prit fin par un transfert, mais beaucoup de ses compagnons continuèrent à travailler sur la voie jusqu'au jour de la reddition japonaise. Certains furent envoyés dans d'autres camps au Japon continental, où ils furent également contraints à des travaux industriels. Peu revinrent dans un état de santé acceptable. La plupart rentrèrent dans leur pays avec des séquelles physiques et psychologiques irréversibles. Le tracé du chemin de fer fut achevé en un peu plus d'1 an. Il parcourait plus de 400 kilomètres à travers des zones montagneuses et des forêts difficilement accessibles. Après la guerre, la voie fut partiellement démantelée. Aujourd'hui, des segments sont conservés comme témoins silencieux d'un des plus grands projets d'infrastructure réalisés par le travail esclavagiste au XXe siècle. Prisonniers sacrifiés à Chichijima. En février 1945, durant la campagne du Pacifique, plusieurs aviateurs américains furent abattus au-dessus de l'île de Chichijima. Cette île, située au nord d'Iwo Jima, abritait une base navale japonaise d'importance stratégique pour les communications militaires. Les pilotes capturés furent remis par des patrouilles d'infanterie à des officiers de haut rang, parmi lesquels le général Yoshio Tachibana et le major Matoba. Un à un, les aviateurs furent soumis à des interrogatoires. Certains tentèrent de communiquer en japonais élémentaire. D'autres furent hébergés dans des stations radio, dans l'espoir qu'ils soient utilisés comme interprètes. Dans tous les cas, l'issue fut la même, exécution sans procès, sur ordre direct des commandants militaires présents sur l'île. Les exécutions furent menées avec la participation active de jeunes soldats sous la supervision d'officiers supérieurs. Les prisonniers étaient attachés à des poteaux ou conduits vers des cratères vides, où de brèves cérémonies étaient tenues avant leur mise à mort. On utilisait des lances en bambou et des baïonnettes au lieu d'armes à feu. L'acte était présenté comme une épreuve de courage pour les soldats novices invités à participer à tour de rôle. Une fois les victimes tombées, les corps n'étaient pas inhumés de manière conventionnelle. Dans plusieurs cas, les organes étaient extraits par le personnel médical de la base. Des témoignages rapportèrent que des foies furent prélevés pour être consommés ultérieurement par des officiers, lors de réunions privées organisées autour de ces exécutions. Le récit de Floyd Hall illustre le procédé. L'aviateur fut maintenu en vie pendant plusieurs jours, interagissant avec les membres du détachement radio. Il fut nourri, reçut des cigarettes et conversa avec des soldats qui tentèrent de lui enseigner des mots japonais. Lorsqu'il fut jugé inutile, le commandant Yoshi ordonna son exécution. Un subordonné refusa d'y procéder pour des raisons morales, mais fut immédiatement remplacé. Hall fut conduit dans un cratère et décapité. Ensuite, un médecin lui retira le foie sur ordre exprès de l'officier responsable. Un autre cas similaire fut celui de Warren Earl Vaughan. Son exécution eut lieu devant plus d'une centaine de personnes. Il fut autorisé à s'agenouiller et à ajuster lui-même son cou pour faciliter la coupe. Il fut décapité par un officier pratiquant le kendo.
L'extraction de l'organe interne eut lieu immédiatement. Le lendemain, plusieurs participants confirmèrent que celui-ci avait été servi lors d'une réunion privée avec du saké. Dans chacun de ces actes, la décision finale appartenait au commandement. Les subordonnés exécutèrent les ordres sans discuter de leur légalité ou légitimité. Les justifications données par la suite invoquaient des raisons de morale combative, de nécessité logistique ou d'impossibilité de garder des prisonniers face à un éventuel débarquement ennemi. Toutefois, certains participants reconnurent qu'ils disposaient encore de nourriture et d'espace et que l'exécution fut une mesure délibérée, non une réaction à la faim ou au chaos. Dans le cas de l'aviateur Jimmy Dye, son sort fut décidé au sein du quartier des communications. Il fut transféré de son lieu de détention à la station radio, où un médecin militaire reçut l'ordre de lui retirer le foie après sa mort. L'exécution se déroula dans une zone boisée proche du bâtiment principal. Comme dans les autres cas, les soldats furent autorisés à observer la scène comme leçon de comportement militaire en situation extrême. À la fin de la guerre, une enquête de l'armée américaine recueillit les témoignages des soldats japonais eux-mêmes impliqués dans les faits. Plusieurs officiers nièrent d'abord leur participation, mais les preuves matérielles et les témoignages permirent de reconstituer les circonstances. Les exécutions n'étaient pas des actes isolés ni dictés par le désespoir. Elles répondaient à une logique interne de discipline imposée par le haut commandement local. Les restes des victimes furent dissimulés. Certains furent brûlés, d'autres enterrés dans des lieux non signalés. Des années plus tard, des recherches médico-légales permirent de localiser des fragments osseux, des effets personnels et des ustensiles utilisés lors des procédures. Les corps furent exhumés, incinérés de nouveau et transférés dans des cimetières militaires du Pacifique central. Aucun des aviateurs ne put être identifié individuellement. Les responsables directs furent jugés sur l'île de Guam. 14 officiers, soldats et médecins furent inculpés pour des crimes de catégorie B. Certains reconnurent les faits, d'autres tentèrent de se justifier. Au total, 8 furent condamnés à mort et exécutés. Les autres reçurent des peines de prison. L'accusation de cannibalisme fut écartée du procès formel, faute de précédent juridique, remplacée par celle de refus d'accorder une sépulture honorable aux morts. Sentier sans retour à Luçon. Le 9 avril 1942, les forces combinées des États-Unis et des Philippines, épuisées par des mois de combats sans renfort ni ravitaillement, capitulèrent face à l'avancée japonaise sur la péninsule de Bataan. Ce qui devait être un transfert contrôlé de prisonniers se transforma en l'une des opérations les plus meurtrières de la guerre dans le Pacifique. Près de 70 000 soldats capitulés furent contraints de parcourir plus de 100 kilomètres sous des températures extrêmes, sans eau, nourriture ni assistance médicale. Le trajet, qui s'acheva à San Fernando, fut supervisé par des soldats subalternes recevant des ordres stricts de punir tout retard par la violence directe. Pendant le trajet, les détenus qui trébuchaient ou montraient des signes d'épuisement étaient exécutés sommairement. Les malades se voyaient refuser l'accès à l'ombre ou au repos. Ceux qui tentaient de boire dans des flaques ou des canaux étaient battus. Des épisodes furent rapportés où des groupes entiers durent rester debout pendant des heures sous le soleil, sans aucune instruction. Les corps s'amoncelaient sur les bords de la route, certains restaient là pendant plusieurs jours. Selon les registres ultérieurs, au moins 10 000 personnes moururent pendant le trajet. Une fois dans les centres de détention, les prisonniers furent répartis dans des camps tels que le camp O'Donnell, dont les installations n'étaient pas préparées à accueillir un tel volume. Les conditions incluaient une promiscuité extrême, l'absence de latrines suffisantes et des rations minimales. Les maladies se propagèrent rapidement. Dysenterie, paludisme et fièvre typhoïde causèrent des milliers de morts supplémentaires en quelques semaines. Les médecins se virent refuser l'accès à des instruments de base. Les autorités japonaises justifièrent l'abandon en affirmant que la responsabilité de la situation incombait aux prisonniers pour s'être rendus sans combat final. Le général Masaharu Homma, commandant des troupes d'invasion, nia avoir connaissance des conditions réelles du transfert. Cependant, les témoignages d'officiers subalternes, les rapports militaires interceptés et les photographies retrouvées après la libération contredirent cette version. Des documents découverts dans des bureaux abandonnés révélaient des planifications logistiques fondées sur des chiffres bien moindres de prisonniers, ce qui indiquait qu'aucune structure n'avait été prévue pour traiter un tel afflux humain. Des années plus tard, au procès tenu à Manille, le trajet fut entièrement reconstitué à partir des récits de survivants.
Il fut détaillé comment certains durent creuser leur propre fosse avant d'être exécutés. D'autres furent frappés à coups de crosse jusqu'à perdre connaissance. Des témoignages rapportèrent que des soldats japonais utilisaient des baïonnettes pour forcer les traînards à avancer. Un groupe de prisonniers, transportés dans des wagons scellés lors de la phase finale du parcours, subit des évanouissements massifs par manque d'oxygène. L'impact de la marche de Bataan dépassa la péninsule. Dans les semaines suivantes, les troupes impériales occupèrent Manille, instaurant un régime de contrôle absolu sur la population civile. Lors de l'offensive finale pour expulser les Japonais, en 1945, des fosses communes furent découvertes dans différents quartiers de la ville. Les enquêtes déterminèrent que des milliers de civils philippins furent assassinés par des unités de l'armée japonaise, ayant reçu l'ordre de ne laisser aucun témoin avant de se retirer. Dans des hôpitaux, écoles et couvents, des cadavres furent retrouvés ligotés, brûlés ou présentant des signes d'exécution sommaire. Certains bâtiments servirent de centres de détention temporaire avant les massacres. Dans d'autres cas, les victimes furent sélectionnées par des groupes de soldats et conduites dans des cours intérieures pour y être exécutées. Les chiffres officiels dépassent les 100 000 morts, rien que dans l'agglomération de Manille pendant les combats finaux. Parmi les zones les plus touchées figurent Intramuros, où des unités japonaises retranchées refusèrent de se rendre même lorsque leurs commandants ordonnèrent l'évacuation. Dans ce secteur, des assassinats collectifs eurent lieu, y compris de familles entières enfermées dans des bâtiments ensuite incendiés. Dans certains cas, de la dynamite fut utilisée pour provoquer des effondrements et éliminer ceux réfugiés dans des sous-sols. Les autorités américaines classèrent ces découvertes comme des actes d'extermination délibérés, non liés à des opérations militaires défensives. Les ordres de résistance absolue, connus sous le nom de défense finale, furent signés par l'amiral Sanji Iwabuchi. Son refus d'évacuer Manille, bien que la ville ait perdu toute valeur stratégique, fut interprété par ses supérieurs comme une tentative de restaurer l'honneur militaire. La conséquence directe fut la prolongation des combats urbains et l'augmentation massive des victimes civiles. Iwabuchi lui-même fut retrouvé mort dans une position souterraine quelques semaines plus tard, après un combat prolongé contre les forces américaines qui tentaient de prendre le palais législatif. Dans le bilan final, l'occupation des Philippines révéla que l'armée impériale appliqua des stratégies de punition collective, d'exécution arbitraire et d'usage systématique de la population comme bouclier humain. Les victimes ne se limitèrent pas aux soldats capturés, mais inclurent aussi les malades, les femmes, les enfants et les travailleurs non combattants. La brutalité ne fut pas le fruit du chaos, mais le résultat de décisions hiérarchiques soutenues par des structures de commandement formelles. Ville ravagée de l'intérieur. En février 1945, la ville de Manille fut le théâtre de l'un des plus grands massacres urbains du conflit dans le Pacifique. Au lieu de permettre un repli ordonné, les troupes japonaises retranchées dans la capitale philippine reçurent l'ordre de résister jusqu'au dernier homme. Ce qui suivit fut une destruction délibérée, accompagnée d'attaques systématiques contre la population civile. Les ordres transmis par le commandement japonais étaient clairs. Toute personne ne s'identifiant pas comme membre de l'armée nippone, de ses civils ou de ses unités auxiliaires devait être éliminée. Les méthodes devaient économiser les munitions et les efforts. Il était suggéré de rassembler les habitants dans des maisons préalablement sélectionnées pour être incendiées. Dans d'autres cas, on encourageait à les jeter directement dans le fleuve. À mesure que les forces américaines avançaient, les soldats japonais exécutaient les habitants de manière indiscriminée. Dans l'église de Santo Domingo, les murs furent utilisés pour dissimuler l'exécution de dizaines de personnes. Au club allemand, plus de 40 civils, parmi lesquels des diplomates et des travailleurs humanitaires, furent éliminés en quelques heures. Sur le campus de l'université de La Salle, les frères et les résidents furent assassinés à l'arme blanche. Certains furent alignés contre les murs des salles de classe, d'autres retrouvés avec des marques de coups de couteau répétés. À Intramuros, les cellules du Fort Santiago devinrent des lieux d'extermination. Les victimes y furent enfermées et brûlées vives. À leur arrivée, les soldats américains découvrirent des restes calcinés dans des pièces sans issue. Les mains des cadavres étaient attachées. Certains corps furent retrouvés empilés, formant des tas de jusqu'à 4 couches. Les murs des pièces étaient noircis par le feu. Les crimes ne se limitaient pas aux lieux clos. Dans les rues, des postes improvisés étaient installés où les civils étaient sélectionnés et exécutés par groupes.
À la station-service Shell, des dizaines de personnes furent assassinées et leurs corps entassés derrière le bâtiment. Il en fut de même dans les cours de la Tabacalera, où furent découverts des dizaines de cadavres, y compris de jeunes enfants. La violence s'étendait de quartier en quartier. À Malat, les soldats japonais utilisèrent le prétexte de la sécurité pour rassembler les habitants et les transférer au collège St. Paul's, où ils affirmèrent qu'ils seraient protégés. Une fois regroupés, les résidents furent enfermés. Les explosions commencèrent quelques heures plus tard. Ceux qui tentèrent de fuir furent abattus. Les survivants rapportèrent qu'aucun coup de feu initial ne fut entendu, mais des cris suivis d'un silence brutal. Les maisons de notables entrepreneurs philippins furent transformées en lieux d'extermination. Dans la résidence de Carlos Pérez Rubio, plus de 20 personnes furent exécutées. Dans celle du banquier Pedro Campos, près de 100. Ceux qui survécurent aux premières salves furent achevés à l'arme blanche. Certains cadavres portaient des marques de mutilation à l'aide d'objets improvisés. Les familles furent attaquées dans leur intégralité, sans distinction d'âge ni de conditions physiques. Au cœur du chaos urbain, les hôpitaux ne furent pas épargnés. L'hôpital général des Philippines fut touché par des tirs d'artillerie alors que les médecins tentèrent de soigner les blessés. À l'extérieur, les soldats japonais exécutèrent ceux qui cherchaient refuge. À l'intérieur du bâtiment, des combats au corps à corps eurent lieu, les patients étant pris entre deux feux. Certains malades furent atteints par des éclats d'obus alors qu'ils étaient dans leur lit. D'autres disparurent après avoir été emmenés par des soldats japonais armés de couteaux et de fusils qui patrouillaient dans les couloirs. La dévastation atteignit également les résidences de citoyens étrangers. Dans la maison de l'entrepreneur espagnol Bartolomé Pons, tous les résidents furent assassinés. Un bébé fut retrouvé avec des blessures de baïonnette. Une femme enceinte présentait des signes de violence extrême. Les objets personnels avaient été pillés. Des passeports furent retrouvés éparpillés au sol. Certains corps étaient attachés, d'autres décapités. Aucun signe de résistance ne fut relevé. L'objectif était clair: exterminer sans laisser de témoins. À mesure que les unités américaines progressaient, les soldats agissaient aussi comme enquêteurs. Ils recueillaient des témoignages, documentaient les scènes et portaient secours aux rares survivants. Dans une maison de Paco, une femme et sa fille furent retrouvées avec de multiples blessures d'armes blanches. Elles furent transférées à l'hôpital le plus proche. Les troupes découvrirent d'autres familles cachées sous les décombres, encore en vie mais grièvement blessées. À l'issue de la bataille, le bilan fut dévastateur. Plus de 100 000 civils philippins périrent, la majorité directement en raison des actions japonaises. Les rues étaient couvertes de décombres, les cours transformés en fosses communes improvisées. Dans certains cas, les corps furent jetés dans le fleuve. D'autres furent incinérés dans les jardins des maisons avec du carburant de fortune. Peu reçurent des funérailles dignes. L'effondrement de l'appareil civil rendit impossible toute forme d'enregistrement ou de rituel funéraire. Réduit au silence dans les camps japonais. Entre 1942 et 1945, des milliers de prisonniers de guerre capturés par le Japon furent transférés dans des camps répartis à travers l'archipel et ses territoires occupés. Bien qu'ils aient été officiellement reconnus comme combattants capitulés, leur traitement ne respecta aucune convention internationale. Dans des centres comme Omori, Fukuoka ou Ofuna, la vie quotidienne se transforma en une succession d'humiliations, de punitions physiques et de négligences médicales délibérées. Dans le camp d'Omori, situé dans la baie de Tokyo, les prisonniers recevaient des rations minimales. L'approvisionnement alimentaire était conçu pour les maintenir dans un état de faiblesse permanente. Les coups étaient trop fréquents, surtout lorsque les détenus ne comprenaient pas les ordres criés en japonais. Beaucoup étaient forcés de rester debout pendant des heures sous le soleil, d'autres de creuser des tranchées à répétition, uniquement pour les reboucher quelques minutes plus tard. Il ne s'agissait pas de travail utile, mais d'épuisement planifié. Ofuna, un centre réservé aux interrogatoires, appliquait des règles encore plus strictes. Là, les prisonniers n'avaient pas le droit de parler, ni entre eux, ni avec les gardiens. Ils vivaient isolés dans des cellules individuelles. Les séances de punition se tenaient chaque semaine. Chaque contrevenant devait se maintenir contre une palissade de bois pendant qu'il était frappé avec de gros bâtons sur les jambes et le dos. Certains perdaient connaissance après les premiers coups. D'autres étaient contraints de ramper jusqu'à leur cellule, incapables de marcher. À Fukuoka, les détenus étaient forcés de travailler dans des mines de charbon.
Les journées commençaient avant l'aube et se prolongeaient jusque tard dans la nuit. L'aération dans les tunnels était quasi inexistante et les accidents fréquents. Les blessures n'étaient pas soignées. Les prisonniers qui s'effondraient étaient mis de côté dans un coin de la baraque où, sans assistance médicale, ils attendaient la fin. En hiver, la température descendait en dessous de zéro et les uniformes offraient à peine de quoi se couvrir. Les maladies intestinales étaient courantes. La dysenterie, le scorbut et le beriberi se répandaient rapidement dans les dortoirs surpeuplés. L'approvisionnement en eau était irrégulier et parfois contaminé. Certains internés étaient utilisés comme sujets d'expérience médicale. On leur prélevait du sang, on leur injectait des substances sans explication et leurs réactions étaient observées pendant plusieurs jours. Les plus malades n'étaient pas traités et leur corps était entreposé jusqu'à ce que le sol permette de creuser des fosses. Plusieurs témoignages concordent pour affirmer que les gardiens considéraient les prisonniers comme indignes de respect pour s'être rendus. Dans la culture militaire japonaise de l'époque, capituler était perçu comme une honte pire que la mort. Cette perception se reflétait dans le traitement quotidien. Toute demande était interprétée comme une insolence et la moindre faute de discipline était sévèrement punie. Il n'existait aucun système d'appel. Les internés ne savaient pas s'ils allaient être libérés, transférés ou exécutés. Ils vivaient dans l'incertitude, soumis à des routines mêlant travail physique extrême et punitions imprévisibles. Parfois, l'arrivée d'un nouvel officier au commandement signifiait une recrudescence de la violence sous prétexte de rétablir l'ordre. Dans certains camps, les exécutions étaient sélectives. Les prisonniers présentant des symptômes graves ou jugés inaptes au travail disparaissaient sans explication. D'autres étaient forcés d'assister à des punitions collectives. À plus d'une reprise, des survivants ont rapporté avoir été alignés aux côtés de compagnons battus jusqu'à l'inconscience, dans le seul but d'instiller la peur. Après la reddition du Japon, les conditions de ces camps furent révélées grâce aux témoignages recueillis par les missions de sauvetage. De nombreux survivants périrent peu après leur libération, victimes d'infections avancées, de malnutrition extrême ou de séquelles internes non traitées. L'état de certains centres était tel que les secouristes les décrivirent comme impropres, même pour des animaux. Malgré l'ampleur des faits, seule une partie des responsables fut jugée lors des procès d'après-guerre. Le manque de documents écrits, la destruction de dossiers et la politique de dissimulation rendirent difficile l'identification individuelle de ceux qui avaient exécuté ou autorisé ces abus. À la fin de la guerre, plusieurs hauts responsables de l'armée japonaise furent interrogés ou jugés par les autorités alliées. Toutefois, de nombreuses actions relatées dans les territoires occupés ne firent pas l'objet de procès approfondis. Les conditions politiques de l'après-guerre limitèrent la capacité à établir des responsabilités individuelles ou institutionnelles à grande échelle. Dans plusieurs pays, ce qui avait été vécu resta pendant des années en dehors du débat public, malgré l'existence de documents disponibles. La manière dont le contrôle militaire fut exercé, la nature répétitive de certaines pratiques et l'absence de limites opérationnelles reflètent des schémas dépassant les décisions isolées. Les structures mises en œuvre, les méthodes appliquées et leur fréquence d'utilisation indiquent l'existence d'un système fonctionnel dans les zones d'occupation. À travers les témoignages préservés et l'analyse d'opérations concrètes, il est possible de comprendre comment une campagne militaire se transforma en un espace de violence soutenu, sans mécanismes efficaces de contrôle ni de révision interne. Ce qui s'est produit ne fut ni accidentel ni improvisé, cela répondit à une logique structurée de l'intérieur.